Comment intégrer la préservation de la biodiversité dans ses placements? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie Walbaum. Bonjour Marie Walbaum. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes spécialiste de l'investissement responsable chez AXA IM. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'investissement socialement responsable ou de normes ESG à proprement parler. On va parler d'un petit nouveau dans les produits financiers, même si c'est un sujet effectivement qui anime depuis de longs moments déjà les défenseurs de l'environnement. C'est le sujet de la biodiversité qui a été mis sur le devant de la scène depuis la COP15, ou en tout cas avec la COP15 qui s'est tenue fin 2022. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est alors même que le grand public n'est pas encore tout à fait au courant de ce qu'est l'ESG et l'investissement socialement responsable, comment on fait pour aller intégrer de la biodiversité dans des produits financiers, ou plus précisément la préservation de la biodiversité dans des produits financiers? Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que le sujet de l'ESG, de l'investissement responsable est très foisonnant. On voit pas mal de tendances, beaucoup de changements ces derniers temps, et la biodiversité fait partie des tendances qu'on voit émerger ces dernières années à juste titre, puisque évidemment le réchauffement climatique, on en parle beaucoup et depuis un certain temps, mais finalement on oublie de parler de la biodiversité qui est un corollaire du réchauffement climatique et qu'il y a nécessité d'intégrer dans nos choix d'investissement. Mais alors, justement, avant même de se demander comment on va intégrer de la préservation de la biodiversité dans ces placements, on peut peut-être se demander globalement comment est-ce qu'on définit la préservation de la biodiversité d'un point de vue financier. Est-ce que déjà c'est la même définition qu'on peut trouver ailleurs ou au niveau entreprise? Bien sûr. Alors, la préservation de la biodiversité, c'est préserver de manière très simple la faune et la flore. Donc, comment est-ce que dans nos activités humaines, qui sont à l'origine de la détérioration de la biodiversité la plupart du temps, comment dans nos activités, on peut, à minima, ne pas détériorer? Donc il y a deux angles qu'on peut avoir, c'est la préservation, donc modérer finalement les effets négatifs sur la faune et la flore. De l'activité de son entreprise, par exemple. De son entreprise, que ce soit une activité industrielle, de services, tout plein d'activités usuelles, j'ai envie de dire. Et puis, il y a également l'angle de la solution. Comment est-ce que nous, on va aller capter des opportunités d'investissement sur des acteurs innovants qui vont chercher, sur des thématiques extrêmement diverses, à régler une problématique qui affecte la biodiversité. Donc réduire son impact et potentiellement aller chercher des solutions. Exactement. Ce qui amène deux questions sous-jacentes. C'est déjà comment est-ce qu'on réduit son impact? C'est quoi? On gère mieux ses déchets industriels quand on prend l'exemple d'une société industrielle? Alors c'est un très bon exemple. C'est comment est-ce que moi je suis un acteur de l'industrie et comment je fais par exemple pour ne pas polluer plus qu'il ne faut les eaux, les terres qui m'entourent, comment limiter mon impact déchets, mon impact plastique notamment. Le sujet plastique qu'on voit finalement assez peu ressortir dans les normes ESG actuelles, par contre c'est pris en compte dans les critères de biodiversité. Tout à fait. D'accord. C'est exactement ça, c'est comment est-ce que moi je vais essayer de analyser une entreprise par le prisme donc, des activités et des résultats extra-financiers, et de m'assurer que sur base de déclaration, évidemment, de l'entreprise, eh bien, elle a pris des activités à bras-le-corps pour limiter son impact négatif. Ça peut très bien être, évidemment, l'émission de carbone qu'on connaît tous, mais également sa chaîne de valeur, de bout en bout, donc de l'extraction des matières premières jusqu'à la production et à la distribution. Comment est-ce que dans sa chaîne de valeur, elle a pris des mesures pour limiter ses effets négatifs sur la biodiversité et la préservation de notre capital naturel. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont exclus d'office quand on parle de biodiversité ou... Alors oui, forcément. Si je vous dis extraction du gaz de schiste, par exemple, c'est quelque chose qui, évidemment, tout le monde le comprend, est antinomique avec une préservation de la biodiversité. Donc c'est des choses, de toute façon, il y aura des secteurs ou des types d'activités qui ne seront pas compatibles avec une action encore une fois, de éviter de dégrader, mais également préserver ou même restaurer. Et ça, c'est en lien avec la manière dont on extrait ou par l'utilisation qui est faite ensuite du gaz en question? Alors, c'est tout. C'est tout, c'est les deux, d'accord. Ça va être la chaîne de valeur en entier qui va être remise en cause. Je pose la question pour comprendre un petit peu comment on construit ensuite des produits financiers donc qui amènent à en tout cas se poser la question de la préservation de la biodiversité. Donc ensuite, on choisit des entreprises qui, sur base déclarative, vous l'avez dit, témoignent d'une stratégie ou d'une volonté de réduire l'impact qu'elles pouvaient avoir sur la biodiversité. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça, autour de plusieurs thématiques que nous considérons comme viables et qui, évidemment, on va rechercher toujours la performance. C'est quand même notre... Performance financière. D'accord, oui. C'est quand même la raison pour laquelle nous existons. Mais en ayant
à la même échelle cette histoire extra-financière de comment est-ce que je peux aller rechercher de la performance tout en préservant la biodiversité. Donc là, on va se retrouver face à tout un tas de thématiques qui sont extrêmement porteuses. Ça va être la préservation des terres, les matériaux durables, ça va être les écosystèmes aquatiques. Donc finalement, on investit dans les entreprises de solutions, en fait. Quand on veut réduire l'impact... Non, pas forcément. Pas forcément, encore une fois. C'est-à-dire que je peux aller chercher une industrie, je ne sais pas, cosmétique ou biochimique, qui va avoir revu tous ces process de fabrication, et qui va être extrêmement innovant dans elle va rechercher l'excellence opérationnelle, pour le dire simplement. Mais donc potentiellement changer ses formules ou autre. Donc après, la question à se poser, c'est est-ce que je suis capable de faire différemment ce que je faisais hier, tout en gardant la même performance de l'entreprise. Puisqu'on reste effectivement sur ce critère, quand on parle de produits financiers, on cherche un rendement à la fin. Exactement. Et de toute façon, qu'on parle d'entreprises qui vont proposer des solutions ou qui vont aller rechercher une excellence opérationnelle, la clé dans la préservation de la biodiversité, il faut quand même se le dire, c'est la solution primaire et fondamentale, c'est réduire. D'accord. Réduire notre impact. Donc réduire la consommation de certains produits. Le plastique, évidemment, on l'a tous en tête parce que ça pollue énormément les eaux, les océans. C'est réduire sa consommation d'emballage, de produits chimiques. Voilà. Justement, alors quand on parle d'intégrer par exemple un biais climat dans ces investissements, on a tous la même norme, c'est effectivement la taxe carbone, enfin pas la taxe carbone, mais l'empreinte carbone ou la tonne carbone. Quand on parle de biodiversité, alors là on a cité l'exemple du plastique, mais ça peut être plein de choses différentes. Comment est-ce qu'on quantifie l'impact sur la biodiversité de l'activité d'une entreprise? Alors c'est une très bonne question parce que de toute façon, dans l'investissement responsable, il faut se dire que les données, plus qu'ailleurs, sont un sujet qui est clé, qui est stratégique. C'est-à-dire comment les données remontées par l'entreprise. Exactement. Et comment je peux capturer finalement cette donnée, comment je peux m'assurer qu'elle est utilisable, qu'elle est fiable. Et ensuite, a fortiori, pour le sujet de la biodiversité, c'est une matière qui est quand même assez récente, avec des modèles qui sont récents et donc par définition pas forcément matures. D'accord. Aujourd'hui, chez AXA IM, nous on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Iceberg Data Lab, dans lesquels nous avons également des participations. Donc, on croit vraiment à ce modèle. Et ils ont développé une méthode de calcul d'empreinte biodiversité. Alors, une méthode qui est expérimentale. Donc, ils ont un indice, finalement, de la biodiversité. C'est un peu la comparaison qu'on pourrait avoir, tout en sachant et en insistant là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, cette méthodologie, elle est expérimentale, parce qu'il faut faire des projections à long terme, il faut s'assurer que les données qui remontent des entreprises sont fiables et sur lesquelles on peut appliquer une méthodologie de calcul vraiment scientifique avec un algorithme. Et surtout, la question qu'on peut se poser, c'est quand on est face à une multinationale, la biodiversité en France n'est pas la même qu'aux États-Unis ou qu'en Australie, et les implantations sont différentes et l'impact est différent. Donc il faut réussir à ensuite harmoniser cette donnée pour suivre finalement l'impact d'une entreprise. Exactement. Et ça, on a l'espoir et on est convaincu que ça va se développer très rapidement, comme on a pu voir ces dernières années justement autour du climat, comme vous le disiez, sur l'empreinte carbone, avec maintenant une offre foisonnante des données, eh bien voilà, on est sur le même schéma pour les empreintes biodiversité, de voir, et d'ailleurs on ne peut qu'encourager les entreprises à prendre évidemment des mesures efficaces et efficientes, mais également à avoir cette démarche proactive et déclarative pour mieux les accompagner finalement dans le financement de leurs activités. Alors, vous l'avez mentionné, effectivement, les sujets climat ou ESG sont peut-être un petit peu plus avancés que le sujet biodiversité aujourd'hui dans les placements financiers. Et parce qu'ils sont un petit peu plus avancés et que le grand public commence à s'y intéresser un petit peu plus, on voit aussi de plus en plus d'accusations de greenwashing sur des entreprises ou autres. Comment, si vous nous avez dit que c'était sur base déclarative, finalement, cette intégration de la préservation de la biodiversité, est-ce qu'on peut se prémunir d'un risque comme celui-là sur la biodiversité, ou comme de toute façon on n'a pas de normes tangibles aujourd'hui, les stratégies des entreprises divergent les unes des autres? Non, c'est un bon point. C'est sûr qu'il y a quand même une interrogation qui est tout à fait compréhensible de la part des clients et des épargnants, puisque d'une part, c'est un sujet qui est compliqué à comprendre, parce que c'est beaucoup finalement de données scientifiques qui ne sont pas forcément simples à manipuler, et on peut entendre un certain doute ou un scepticisme des épargnants à l'égard de ça. Alors oui, le greenwashing est un risque, mais qui est un risque encore existant, même sur des parties plus connues que sont l'ESG, le climat. Maintenant, oui, on peut éviter le greenwashing en s'assurant que nous, nos processus d'investissement sont robustes, qu'on a une visibilité et une transparence également sur nos
prestataires de données. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure qu'ils font bien leur travail. Et donc, c'est perpétuellement... Eux, ils vont vérifier, par exemple, ce que disent les entreprises, les prestataires de données de plus en plus. Après, ce n'est pas un modèle infaillible, mais comme partout, sur une agence de notation crédit, on peut avoir finalement la même interrogation avec des conflits d'intérêts, des choses... Voilà. Et pour autant, l'industrie de la finance au sens large utilise ça depuis des décennies. Donc, il faut aussi qu'on accepte ce caractère évolutif, changeant, et c'est à nous aussi, en tant qu'investisseurs de long terme, de challenger ça auprès, finalement, de nos prestataires. Ou des entreprises directement. Et des entreprises directement. Et ça, on le fait via notre activité d'engagement. Et typiquement, sur la biodiversité, on pense que notre premier levier d'action, c'est également, finalement, inciter les entreprises à déclarer plus et à déclarer mieux, puisque finalement, c'est dans l'intérêt de tout le monde. On assiste clairement aujourd'hui à un alignement des intérêts. On voit bien que l'épargnant, il est soucieux de cet impact sur la société au sens large, que ce soit d'un point de vue environnemental ou social, et puis plus largement et sur notre quotidien, mais le consommateur aussi. Pour autant, et ce sera ma dernière question, c'est l'épargnant est soucieux, pour autant, est-ce qu'il vient voir son conseiller en investissement financier en disant « je veux intégrer un sujet préservation de la biodiversité dans mes placements » Est-ce qu'il y a ce niveau de connaissance sur le sujet Alors, je pourrais vous mentir et vous répondre oui, évidemment. Seulement, aujourd'hui, on le voit bien, on n'est pas né de la dernière pluie. Aujourd'hui, si un épargnant doit choisir entre le rendement et sa bonne intention, il va aller chercher le rendement. Alors, vous pensez bien que dans des marchés chahutés, comme on a pu voir depuis un an et demi, c'est un sujet de préoccupation extrêmement fort qui est le rendement. Donc, on voit qu'il y a une intention, il y a une volonté. Ensuite, est-ce que c'est transformé en investissement dit ISR ou responsable à chaque fois? Évidemment non. Et c'est nous, notre rôle, justement, d'accompagner nos clients, nos épargnants dans cette démarche pour bien montrer aussi que c'est pas parce que je vais chercher à préserver la biodiversité que je vais pour autant abandonner ma recherche de performance. Les deux sont à mettre au même niveau, puisque aux dernières nouvelles, les asset managers ne sont pas des philanthropes. Donc, il n'est pas dans notre intérêt d'aller chercher un investissement peu rentable. Merci beaucoup, Marie Walbaum, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'investissement responsable chez AXA IM. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.